Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais parler d'un événement qui vient de se passer en Europe, et en fait tout près des pays francophones, hein, puisqu'il s'agit du Portugal, de l'Espagne et du sud de la France. Je veux bien évidemment parler de la fameuse panne d'électricité qui a été totale pendant quelques heures, en fait à environ une demi-journée, 12 heures, qui a paralysé complètement l'Espagne, le Portugal, donc à peu près 60 millions de personnes, et finalement qui donne l'occasion de pouvoir s'apercevoir, d'avoir une vision en mode réel de ce qui est nécessaire dans le cadre de la survie. C'est une occasion qui est très très rare, puisqu'on se trouve rarement dans ce genre de situation, où finalement on peut voir en temps réel ce que c'est que le survenu d'un problème, et en même temps que le problème soit pas, disons, si critique que ça. Je veux dire, c'est pas un risque de guerre, c'est pas un risque de cataclysme immédiat. Donc on a quand même le temps de prendre un peu de recul et de penser à ce que peut vraiment être comment dire, une préparation à ce type d'incident, euh, qui est quand même quelque chose d'assez remarquable, parce que finalement ça a touché absolument tous les, toute l'activité humaine. Vraiment, c'est vraiment absolument incroyable, puisque c'est vraiment toute l'électricité qui a été évacuée, à part quelques points évidemment critiques comme la santé, etc. Donc la situation, c'est que en milieu d'après-midi du 28 avril, en début d'après-midi du 28 avril 2025, en fait, il y a eu un problème électrique qui a couvert vraiment tout l'Espagne, le Portugal et une petite partie du sud de la France, dans lequel il n'y avait plus d'électricité disponible pour quoi que ce soit. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant. En fait, on avait plus... Alors, je suis en Espagne, hein, donc c'est pour ça que je peux vraiment en parler en ayant vu ce qui s'est passé. Et donc il y avait vraiment plus... Les magasins étaient fermés, il n'y avait plus de pompe à essence, il n'y avait plus d'électricité, donc il n'y avait plus d'accès à l'argent, évidemment. Il n'y avait plus d'accès à Internet. Il n'y avait plus d'accès même par moment au téléphone, c'est-à-dire que même les numéros d'urgence, en fait, ils n'étaient plus accessibles à certaines périodes. Donc, en termes d'effets, je pense que vous avez probablement dû voir dans la presse, dans les médias maintenant, euh, suffisamment d'informations à ce sujet, mais je dois avouer que c'est quand même autre chose que de le vivre soi-même. Et donc, c'est évidemment des leçons qui sont à tirer pour avoir une meilleure préparation. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a beau être... donc, pour des gens qui viennent plutôt du nord, hein, ça veut dire la France, la Belgique, la Suisse, les francophones, tout ça, qui vont en Espagne, c'est vrai que ça peut être considéré comme une destination un peu touristique, vacances, ce genre de choses-là, mais néanmoins, ça montre que, quels que soient les pays, il vaut mieux être préparé, enfin, ou du moins avoir vraiment un minimum quelque part de préparation. Euh, les prospectives, donc pourquoi je fais une vidéo sur ce sujet-là? Parce que, à mon avis, c'est vraiment un événement qui, bien heureusement, n'a pas fait de victimes, enfin pas que je sache en tout cas, à l'heure actuelle. Donc on peut en parler de manière relativement détachée. Alors évidemment au niveau économique c'est autre chose, hein, parce que je pense que l'argent, il y a eu énormément d'argent de perdu, mais vraiment des sommes très très importantes. Mais disons qu'au niveau de la vie humaine, je ne pense pas qu'il y ait eu de danger de ce côté-là, bien heureusement. Par contre, il y a quelque chose qui m'est apparu de manière très très claire, à partir du moment où on a une vision un peu prospective des choses, c'est que la situation aurait pas pu durer comme ça plus de quelques jours. C'est-à-dire que
on a vécu pendant 12 heures une situation où absolument tout était bloqué. Hein. Donc vous imaginez, les voitures qui n'avaient plus d'essence ne pouvaient plus en trouver. Évidemment, les voitures électriques sont complètement disqualifiées dans cette situation-là. Encore plus, hein, parce que là, il n'est même pas question de ramener un bidon d'essence, par définition. Vous avez plus d'accès à l'alimentation, parce que les magasins ferment, ils ne peuvent pas rester ouverts. Hein. Je veux dire, d'une part, ils n'ont plus de possibilité de traiter les transactions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'échange à cause de l'argent numérique, puisque de fait l'argent est numérique de nos jours, puisque c'est les cartes bleues, c'est les cartes bancaires, etc. Et donc il y a encore quelques petits commerces qui pouvaient rester ouverts, dans lesquels on pouvait payer avec de l'argent liquide, mais ça demandait de l'argent liquide. Il était plus question d'avoir des transactions à base de cartes, etc. Donc on se rend bien compte que très vite, mine de rien, hein, en quelques heures, en fait, tout ce qui est magasin, donc je parle d'alimentation, je parle même pas pour ce qui est inutile, enfin, ce qui est inutile pour une survie immédiate, hein, tout ce qui est, je sais pas, les livres, les jouets, les vêtements, les choses comme ça. Évidemment, tout ça, ça ferme aussi, hein. Mais donc la survie immédiate, il n'y a pas eu de problème d'eau, parce que je pense que l'eau, en fait, est sur des systèmes, probablement des systèmes différents, et puis il y a probablement des réserves pour beaucoup plus longtemps, donc bon, l'eau, il n'y a pas eu de soucis que je sache à ce niveau-là. Ça m'a un peu surpris, mais voilà. Parce qu'il faut bien des pompes, et les pompes sont actionnées par des moyens électriques, hein, nécessairement. Mais peut-être que le fait que ça soit en Espagne a amorti un peu la situation. Il y a beaucoup de gens qui ont mis en place des panneaux solaires. Il y a aussi certaines personnes, et évidemment les établissements de santé, qui avaient des générateurs de courant, hein, à base d'essence, etc. Donc ça aussi, c'est très très important. Ça fait partie du retour d'expérience dont je veux parler là, absolument. Mais donc, si vous voulez, voilà, 12 heures, ça a été une situation, on va dire, qui a pu inquiéter certaines personnes qui se sont retrouvées, par exemple, sans argent, hein, qui avaient que de l'argent numérique, que des cartes bancaires, donc qui pouvaient effectuer aucune transaction. Les commerces étaient fermés, les restaurants, les cafés étaient... il n'y avait pas de lumière évidemment dedans, donc il n'y avait pas non plus de chauffage, pas de possibilité de chauffer les plats. Il y avait tout ce qui était glace, eh bien, qui sont en mauvais état. Alors bon, ça n'a pas duré suffisamment longtemps, donc il faut espérer pour eux qu'ils ont pu garder leur glace quand même consommable, etc. Mais ils ne pouvaient vendre en fait que des aliments froids, que des boissons, voilà, et encore avec des gens qui avaient de l'argent liquide, qui avaient encore des billets, qui avaient encore des pièces. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable. On peut quand même en conclure, enfin, ça conclut pas la vidéo évidemment, mais ça conclut l'aspect des prospectives, que sur 12 heures, on a vraiment pu entreapercevoir ce qui se passerait si la situation avait duré un jour, 2 jours ou une semaine. Je pense que ce qui est absolument dramatique dans cette situation, c'est que, et ça, c'est pas une question du pays, hein, ce qu'il faut bien absolument comprendre, il faut absolument pas tomber dans le piège de penser que c'est arrivé parce que c'est l'Espagne ou c'est le Portugal, etc. Ça, c'est vraiment très erroné. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les journaux aujourd'hui en France un ministre qui s'exprimait pour dire il y a très peu de chances que ça se produise en France, machin. Mais oui, mais il y avait aussi très peu de chances pour que ça se produise en Espagne. Et donc, ces propos-là, ce sont des propos qui sont extrêmement dangereux par des gens qui, malheureusement, ont passé leur vie à, comment dire, dans des administrations qui sont sortis d'écoles trop connues en France pour leur grand succès, hein. On rappellera quand même une dette de 3 400 milliards d'euros en 2025. Donc ces gens-là ont quasiment mis la France à genoux. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que dans un pays avec une dette publique aussi importante,
le risque que ce genre d'incident se produise est absolument, au contraire, un risque extrêmement important. C'est pas du tout un risque faible. Je comprends que certains politiques dont le salaire et le niveau de retraite dépendent directement de l'argent public qu'ils arrivent à tirer des impôts et des taxes qu'ils imposent aux populations, veuillent absolument rassurer tout le monde. Mais le problème est qu'à partir du moment où vous êtes dans un pays qui est extrêmement endetté, à un moment donné, l'État doit faire des coupes. Et il doit faire des coupes sur des sujets qui commencent à devenir des sujets vitaux. Il n'a tout simplement plus le choix. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé dans des pays comme la Grèce, comme l'Argentine, comme des pays comme ça. Il y a au contraire tous les risques, si vous voulez, que ça se produise aussi en France. Et il faut bien comprendre que l'Espagne, par exemple, est et en ce moment, en 2025, en avril 2025, mieux considérée sur les marchés de la dette que la France. L'Espagne emprunte à un taux inférieur à celui de la France. Donc il ne faut pas venir raconter qu'en France, il n'y a pas de problème. En France, le risque existe. Et si jamais demain, la dette était pas refinancée parce qu'une agence de notation aurait refusé de noter la France et que ça aurait beaucoup trop inquiété les investisseurs, eh bien à ce moment-là, il y aurait un risque qui existerait justement sur toutes les infrastructures publiques, parce que par définition, la dette publique, ce sont aussi les infrastructures publiques, et donc ça pose vraiment un problème très très important. Donc le point, c'est qu'il faut absolument en tenir compte dans une préparation quand on habite ce type de pays. À un moment donné, voilà. Et si vous voulez, il faut bien comprendre aussi, c'est que l'Espagne a quand même un gros avantage sur la France, c'est que l'Espagne, c'est un pays, par définition, qui est extrêmement ensoleillé. Donc si vous voulez, vous avez des panneaux solaires partout en Espagne. Vous en avez sur les parkings, vous en avez sur les magasins, vous en avez... même les particuliers sont beaucoup équipés en panneaux solaires, malgré tout. Donc si vous voulez, vous n'avez pas un espèce de tout ou rien, c'est-à-dire vous n'avez pas un espèce de l'électricité distribuée et où non. Il y a quand même un tissu d'autonomie qui existe en termes électriques qui n'est pas possible d'installer en France parce que tout simplement l'ensoleillement n'est pas le même. C'est très bête, mais c'est comme ça. Donc si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut prendre cette situation extrêmement au sérieux. Il ne faut surtout pas faire la tentation très arrogante des gens qui n'ont pas vraiment travaillé de leur vie dans des entreprises privées, mais qui n'ont gagné leur salaire qu'à travers les impôts qu'ils ont soutirés aux Français. Il faut vraiment prendre en compte la réalité de la situation. Et la réalité de la situation, elle est celle-là. C'est-à-dire que le risque existe. Plus la France va être un pays endetté qui ne saura pas réduire sa dette, plus il y a un risque que ça fasse peur au marché, plus il y a un risque qu'un jour, eh bien, ce type d'incident se produise, tout simplement parce que l'État n'aura pas eu l'argent pour maintenir correctement, pour embaucher les gens qui ont les bonnes compétences de manière à pouvoir en maintenir en état ces infrastructures. C'est valable pour toutes les infrastructures publiques, toutes. Les routes, l'électricité, mais ça va être aussi l'eau, ça va être aussi tout ce que vous pouvez imaginer, les transports, les rails, enfin voilà, tout ce qui est public court ce risque-là. Donc à un moment donné, on peut s'apercevoir que, si vous voulez, 12 heures, ça permet de prendre un peu la dimension du problème. Ça permet aussi de pouvoir comprendre ce qui se passerait si la situation devait durer plus longtemps. Et je rappelle encore une fois, on est dans un pays, en Espagne, où finalement, il y a quand même pas mal d'autonomie au niveau de l'électricité, au niveau solaire, etc. Et donc, la situation est très claire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas à un moment l'État qui prend en charge à travers l'armée, les forces de l'ordre, par exemple la distribution d'alimentation, eh bien les magasins sont fermés
12 heures, 24 heures, etc. Vous avez des magasins qui sont complètement fermés. Vous n'avez plus d'accès à l'alimentation. C'est aussi brut que ça, hein. Donc, quand je fais des vidéos sur les kits de survie 72 heures, bah, effectivement, c'est la survie 72 heures. Mais de mon expérience présente là, en fait, 72 heures, c'est évident que c'est trop peu. Parce que si vous avez vraiment un problème qui doit intervenir sur des infrastructures, le problème, il peut être de plusieurs natures. Là, il se trouve que c'est un problème ponctuel, apparemment, qui a dégénéré, comme ça peut dégénérer sur n'importe quel type de réseau électrique, parce que c'est comme ça qu'ils sont constitués, hein, c'est la technique qui veut ça. Donc, et qui a pu être réglé, qui a été très bien géré, qui a été très bien réglé par l'Espagne. Ils ont compris combien de temps ça allait durer, ils ont rétabli dans l'ordre et comme il fallait toute l'électricité, donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Mais ça permet d'imaginer ce qui se serait passé si ça avait duré beaucoup plus longtemps. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit que les réserves dont on a besoin en alimentation, en eau, eh bien, ça va au-delà des 72 heures. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'il faut que derrière, l'État, il ait le temps de se retourner pour organiser les distributions d'alimentation, les distributions d'eau, éventuellement, etc. Donc, il y a vraiment toute une réflexion à avoir. Est-ce que vous pensez que, à l'endroit où vous êtes, hein, parce que c'est important, selon l'endroit où vous vous trouvez, bah, vous allez être peut-être approvisionné, aider plus ou moins facilement. Donc si vous êtes en centre-ville, peut-être ça va être plus facile. Par contre, si vous êtes dans une campagne isolée, ça va peut-être être moins évident. Par contre, bon, vous avez peut-être plus accès à des moyens alternatifs de nourriture et d'eau, parce qu'en fait, c'est ça qui est vraiment important. La problématique peut être aussi, c'est une problématique qui n'existe pas en Espagne, une problématique, enfin, qui existe beaucoup moins en tout cas, c'est la problématique du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quoique, bon, eh ben, il faut avoir de la chaleur, vous ne pouvez pas vous retrouver sans chauffage, ou alors il faut avoir prévu des duvets, il faut avoir prévu des sacs de couchage. C'est vraiment important, c'est vraiment vital, il faut avoir ça chez soi, parce que si vous avez une coupure d'électricité, coupure d'alimentation, vous ne pouvez plus rien faire chauffer, vous ne pouvez plus faire chauffer vos aliments, vous ne pouvez plus faire chauffer les pièces, vous n'avez plus d'énergie, plus de choses comme ça. C'est absolument nécessaire d'avoir de quoi, disons, lutter contre le froid. C'est nécessaire aussi d'avoir de quoi chauffer. Donc ça veut dire éventuellement de l'alcool solide. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'alcool solide, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est finalement relativement enfin, faut faire attention en le manipulant, mais c'est quand même moins dangereux que le gaz, par exemple, parce qu'il faut quand même le faire chauffer pour que ça prenne feu. Donc ça peut être nécessaire d'avoir des réserves de ce genre de choses-là, ne serait-ce que pour faire chauffer les aliments. Là encore, c'est quelque chose qui peut se stocker pour quelques jours, voire quelques semaines, sans aucun problème. Ça coûte pas extrêmement cher. Je préfère l'alcool solide à l'alcool liquide, pour des raisons évidentes. D'abord, l'alcool solide, c'est généralement, vous l'avez en petite quantité, donc c'est encore moins dangereux à stocker que l'alcool liquide. Ça se conserve très très longtemps. Et c'est absolument nécessaire d'avoir un couchage qui vous permette de rester au chaud. Donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin d'un sac de couchage. Alors, ça peut être en duvet, hein, par exemple. Le duvet, c'est pas mal quand vous êtes en statique chez vous, parce qu'il n'y a pas les problématiques d'humidité. Vous savez, les duvets, pour que ça soit efficace, il ne faut pas que ça soit humide, sinon ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Mais donc, à partir du moment où vous êtes chez vous, bah, c'est une excellente solution, hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Si vous êtes sur un lit, bah, il n'y a pas de problème. Sinon, bah, il faut prévoir un tapis de sol ou un matelas qui isole suffisamment
du carrelage par exemple pour éviter de refroidir par le bas. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, vous avez toutes ces choses-là. Et puis vous avez la partie électricité. Donc la partie électricité, c'est évidemment quelque chose qui est très important. C'est évidemment quelque chose qui est très important parce que on a beaucoup d'appareils électriques. On a beaucoup d'appareils électriques et dans cette situation, on se retrouve en fait complètement isolé. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes absolument isolé. Vous avez les appareils électriques classiques, si j'ose dire, qui n'ont plus d'accès à l'électricité, donc plus de télé. D'ailleurs, il n'y a même plus d'émissions de télé, à vrai dire. Et puis, de toute façon, il n'y a plus de relais en termes de réseau informatique, puisque maintenant la télé passe par les réseaux informatiques. Pour le téléphone, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas de possibilité de téléphoner. Pendant un certain nombre d'heures, vous n'aviez même pas accès au numéro d'urgence. Donc vous vous rendez bien, il faut quand même bien se rendre compte de la gravité du problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de drame, ça n'a pas été humainement, disons, une catastrophe, mais si ça avait duré plus longtemps, oui, ça aurait vraiment été un très très gros problème. Donc il faut tenir compte de ça dans sa stratégie pour se préparer à ce type de situation. Donc ça veut dire que vous retrouvez finalement avec l'électricité que vous aviez stockée, c'est-à-dire que éventuellement vous avez des power packs, éventuellement vous avez votre ordinateur portable, mais votre ordinateur portable, il a de l'électricité pour 1 heure, pour 2 heures. Votre power pack, pareil, pour disons 3 ou 4 recharges de votre smartphone. Votre smartphone, il a peut-être pour 1 jour ou quelques heures d'électricité restante, donc vous devez jongler avec tout ça. Et évidemment, il vous faut absolument des moyens individuels de production d'électricité. Il vous faut des cellules solaires. Pour moi, je considère que c'est vraiment une base, c'est quelque chose d'indispensable. Avec éventuellement des batteries pour pouvoir stocker, emmagasiner l'énergie solaire dans des batteries. Il y a des choses qui existent, qui sont tout à fait portables. Si vous avez des besoins professionnels, par exemple, vous avez besoin de travailler avec votre ordinateur, eh bien, vous pouvez avoir des générateurs de courant qui marchent à l'essence. Donc ça peut vraiment être une excellente chose. Moi, j'en ai vu fonctionner. Il y avait des commerçants qui avaient été prévoyants, qui avaient un accès à l'électricité avec justement ce type d'équipement, de générateur, qui pouvaient faire continuer leur business comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. J'en parle pas mal sur cette chaîne, parce que moi, ma spécialité, c'est la tech, justement, et donc c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible. Mais il faut bien voir que à partir du moment où vous tombez dans cette situation d'urgence, il faut gérer l'énergie. Donc ça veut dire à ce moment-là, vous pouvez plus vous servir de vos équipements pour, disons, de manière quotidienne. Donc vous pouvez plus vous amuser avec, évidemment. Vous pouvez plus travailler avec, parce que vos équipements, il faut les réserver pour l'urgence. Donc ça veut dire pour avoir accès à de l'information, ou alors éventuellement vous avez des cartes qui se trouvent dans votre PC, vous avez des informations qui sont importantes, je ne sais pas, par exemple les horaires de train, de bus que vous aviez enregistrés quelque part avant sur votre disque dur, voilà, un peu machinalement, et ben, vous avez besoin de les retrouver à ce moment-là, donc vous n'allez pas commencer à consommer de l'électricité de vos équipements qui vont détenir de l'information vitale. Parce que éventuellement la question peut se poser d'aller ailleurs, donc vous avez besoin d'horaires, de bus qui continuent encore à fonctionner, etc. Vous voyez, toute cette problématique. Donc je pense que c'est important au niveau énergie d'avoir vraiment la possibilité de pouvoir générer de l'énergie de manière autonome. L'alimentation et l'eau. Alors ça, ce sont évidemment des choses vitales.
Alors, je dois avouer que bon, c'était pas du tout mon cas parce que de ce côté-là, il y avait vraiment pas de problème du tout. Par contre, quand on voit tout d'un coup tous les magasins d'alimentation qui se ferment, qui tirent le rideau parce que tout simplement ils peuvent plus vendre, ça fait très très bizarre, hein. C'est-à-dire que même pendant la pandémie, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu cette situation-là où tout d'un coup, bah, les magasins ferment leurs portes et c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus moyen de trouver un seul magasin en ville qui va distribuer, enfin, où vous pouvez acheter de l'alimentation. Donc, voilà, tout de suite, vous vous retrouvez sans rien. Si vous n'aviez pas des réserves de nourriture préexistantes avant, c'est terminé, vous avez rien du tout et vous avez rien pour vous retourner. Et donc là, si vous voulez, c'est vraiment, pour moi, c'est le point qui doit sonner comme une alerte et qui doit vous dire, voilà, une alimentation, ça se prépare, il faut toujours, toujours, toujours avoir des réserves de manière à ce que si jamais il y a un problème qui est imprévisible, mais il faut bien comprendre que avec la complexité des réseaux informatiques, avec la complexité de la technologie, on est rentré dans une ère où nécessairement ce genre de problème va se reproduire, hein. Même dans les pays où on pense avec très grande arrogance que c'est pas possible, eh bien, ça va se reproduire parce que c'est comme ça. À partir du moment où la technologie est plus complexe, vous avez plus de risques de problèmes et en plus, vous avez plus de risques de problèmes systémiques, de problèmes globaux. Euh, je crois que c'était Einstein qui disait l'homme peut faire des erreurs, mais pour que ça se transforme en catastrophe, l'aide de l'informatique est vraiment nécessaire. Voilà, on est un peu dans ce genre de choses-là. Donc, si vous voulez, quand vous allez devant les magasins et que vous voyez les devantures qui sont fermées, bon, faut pas que ça dure trop longtemps, hein. Si vous avez à manger devant vous pour quelques jours et de l'eau, ça va, hein, vous voyez ça avec philosophie. Si vous avez rien et que vous devez acheter à manger pour le soir parce que vous n'avez pas de réserve ni rien du tout, ça doit faire très 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 bizarre. Il faut pas que la situation elle dure pendant quelques jours parce que à partir de ce moment-là, bah, il y a nécessairement des problèmes de sécurité qui vont se poser. Alors, je ne crois pas que ça a été le cas en Espagne et au Portugal, hein, parce que de toute façon, la panne n'a pas duré très longtemps. Mais la problématique, elle est vraiment là, elle est vraiment à poser. Dans ce genre de situation, vous avez très clairement un problème de sécurité à gérer à partir du moment où bah, tout d'un coup, il n'y a plus d'accès à l'alimentation. C'est-à-dire, faut pas être sorti de... Faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre ce genre de choses. Donc c'est une situation en fait qui est extrêmement dangereuse, hein. Euh, on doit évaluer ça. Si vous voulez, une demi-journée de perte d'électricité à 100%, en soi, bon voilà, on en survit très bien, c'est pas du tout dramatique. Ça pourrait même durer 24, allez, même 48 heures. Je veux dire, bon, voilà, c'est des choses qui sont gérables. Mais si ça commence à durer justement les fameux 72 heures ou une semaine ou 2 semaines, et il faut bien comprendre que ça peut être le cas si vous avez une cyberattaque par exemple, ou si vous avez des actions de sabotage concertées. Je veux dire, à un moment donné, la situation géopolitique est telle que c'est le genre de choses qui peuvent arriver. C'est pas pour rien que tous les pays de l'UE se préparent justement sur des kits de 72 heures et ce genre de choses-là. C'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux parce qu'on s'aperçoit que dans ces situations, je veux dire que quand un être humain il a plus d'accès à la bouffe et à l'eau, vous savez pas ce qui peut se passer par la suite. Donc c'est vraiment une situation qu'il faut envisager avec un très très grand sérieux et surtout pas la balayer d'un revers de main de manière très arrogante et très irresponsable en fait. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être le fait quand même de la totalité de la classe politique d'être irresponsable.
d'avoir des gens malheureusement qui n'ont pas l'expérience de la vie, qui n'ont pas l'expérience d'une, comment dire, de relations normales avec les autres, qui n'ont pas vraiment de décence, qui sont des gens qui viennent tout juste de sortir de l'école ou de la maternelle. Enfin, on est vraiment dans un truc délirant. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très problématique. Les transports. Alors, les transports, évidemment, les transports sont aussi nécessairement affectés. Et là, je dois avouer que y a une phrase qui me vient du trading, enfin, des gens qui sont traders, hein. If you panic, panic first. Ça veut dire si vous paniquez, vous devez paniquer les premiers. Les transports ont été quand même relativement opérationnels, alors relativement, hein, pendant cette situation de crise. Encore une fois, c'était quand même une situation qui a été limitée à une douzaine d'heures, donc une demi-journée. J'ai pu voir les bus qui fonctionnaient, les autocars, parce que dans ce genre d'industrie, vous avez nécessairement des réserves d'essence, vous avez aussi du backup. C'est aussi des industries qui profitent en Espagne du fait qu'il y a du soleil, donc vous avez des panneaux solaires un peu partout, hein. Vous avez des panneaux solaires même sur les places de parking, etc. Par contre, les Tesla ne roulaient pas, hein, clairement. Si vous avez une Tesla et que vous voulez passer en mode survie, dommage. Les trottinettes électriques aussi, ça c'est bon à mettre à la poubelle, ça devient juste lourd, quoi. Ça devient juste un gros poids qui sert à rien. Donc, si vous voulez, les voitures électriques en 2000, je sais pas combien, 35 ou 30 ou je sais pas quoi, c'est juste une folie absolument imbécile quand on voit justement ce type d'incident se produire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un pays qui est privé d'électricité, si jamais tous vos véhicules sont que des véhicules électriques, il y a tout ce qui s'arrête. Donc vous ne pouvez plus transporter les gens qui sont victimes d'accidents, vous ne pouvez plus faire des interventions d'urgence, vous avez tout qui est bloqué. L'essence, le diesel, ces moyens-là permettent une certaine souplesse. Vous pouvez transporter de l'essence, vous pouvez transporter du diesel, transporter même juste un minimum pour faire fonctionner un minimum dans une situation d'extrême urgence des véhicules qui en ont besoin et qui sont vitaux. Transporter des batteries, c'est stupide, hein. Je ne sais pas qui a inventé, qui a réfléchi à ça, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça. Il est peut-être même probable que les personnes qui ont travaillé sur ces projets sont peut-être des gens qui n'ont jamais conduit de leur vie, qui ont jamais eu un volant entre les mains, ni d'ailleurs la responsabilité de la vie d'autres personnes entre les mains. Sinon, ils auraient probablement, j'espère pour eux, pas pris ce type de décision. Mais avoir un parc véhicule 100% électrique, c'est vraiment une stupidité crasse pour tout un tas de raisons que je vais citer. Vous avez ce qui vient de se produire, la panne électrique. Voilà, dans ces cas-là, c'est terminé. Mais vous avez aussi, bien entendu, les attaques cyberinformatiques. Une voiture en 2025, c'est un véritable ordinateur avec une connexion directe généralement contre votre volonté vers Internet, vers le fabricant. Donc ça veut dire avec des possibilités d'attaque de cybersécurité sur vos véhicules. À partir du moment où votre machine elle est 100% électrique, électronique, c'est terminé. Éventuellement, dans le cas d'une attaque massive, eh bien, votre véhicule, c'est plus juste qu'un tas de ferraille ou de plastique, ou les deux. Donc, le transport, c'est quelque chose d'important à considérer. Si vous pensez que vous devez partir, c'est à partir du moment où vous voyez une situation globale très grave, et que vous vous dites, et qu'à un moment donné, si vous voulez, la question du déplacement ailleurs se pose, en fait, il ne faut pas attendre. Ça veut dire, si vous voyez que vous avez une situation de crise qui peut éventuellement dégénérer, mais rien n'est sûr. Je veux dire, dans la première heure, vous n'allez pas réagir. J'ai vu, éventuellement, moi j'aurais pu partir ailleurs
parce que bah, j'avais besoin de me servir mon ordinateur, etc. Donc j'aurais voilà, pu avoir l'envie de partir ailleurs. Et donc dans ces cas-là, il faut le faire tout de suite. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre. Si c'est dès l'annonce en fait du problème qu'à ce moment-là, il faut euh, prendre son sac 72 heures ou déplacement qu'on a prévu pour les urgences pour partir, pour aller dans un endroit où on va avoir accès à l'électricité, à Internet, voilà, à toutes ces choses-là. Quand on laisse passer les premières heures, disons, la première heure, en fait, assez vite, ça devient très compliqué parce que vous avez toutes les problématiques. Et puis, pour les transports, il faut que vous ayez prévu des chemins de secours, hein, des routes de secours. Il faut que vous ayez prévu de l'argent pour pouvoir payer les billets, éventuellement même prévoir l'appoint. Hein. Pas vous retrouver avec des coupures de, je sais pas, 500, je sais pas, non, peut-être ça n'existe pas, mais des coupures de 100 euros, voilà, c'est pas possible. Il faut que vous ayez des coupures de 5, de 10, de 20, voilà, de manière à payer quand même facilement dans les transports. Donc ça va être le cas par exemple pour le car. Le car, j'ai trouvé finalement c'était ce qui marche le mieux. Les trains, dans cette situation, les trains ils sont nécessairement coupés. Les trains, ça demande beaucoup d'énergie, donc vous avez plus de possibilité d'avoir de trains. Je pense que dans les aéroports, ça marche plus ou moins encore, bien que j'ai cru voir un ou deux avions qui ont fait demi-tour. Donc ça doit être possible de prendre l'avion, mais là encore, c'est dans la première heure ou les 2 premières heures. Après, ça devient tout de suite très compliqué parce que vous avez la problématique de l'électricité partout dans le pays. Il y a les radars, vous avez les bornes, les relais, les bornes de signalisation, etc. Donc pour les avions, ça peut devenir compliqué. Et alors évidemment, vous avez les voitures de particuliers, mais le problème des voitures de particuliers, c'est que vous allez avoir des Tesla, par exemple. Bon, j'en veux pas aux Tesla, hein, mais on va dire aux voitures électriques, à un moment donné, pris dans les embouteillages, pas d'électricité, ou les autres voitures, pris dans les embouteillages, pas d'essence, et les voitures tombent en panne d'essence, et voilà, et vous avez comme ça des files de voitures, et vous pouvez pas vous en sortir. Donc à ce moment-là, peut-être, si vous voulez, la meilleure solution, c'est l'autobus, voilà, tant qu'ils peuvent circuler. Peut-être le vélo. Alors, le vélo électrique, ça sert à rien. Hein. Là encore, c'est juste une perte une perte d'énergie. Un bon vélo mécanique, équipé peut-être d'une petite charrette pour mettre dedans le chat ou le chien ou de la bouffe, ou les deux, enfin bref. Voilà, donc vous avez ce genre de situation. L'argent, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a beaucoup de débats sur l'euro numérique, etc. Mais il faut bien comprendre que à l'heure actuelle, l'argent, il est déjà digital. On a déjà de l'argent digital. À partir du moment où vous avez une carte bancaire, une carte de crédit, une carte de débit, vous avez déjà de l'argent digital. Alors, il y en a qui disent oui, la surveillance, machin, mais vous êtes déjà surveillé. Enfin, je veux dire, l'euro numérique, l'euro digital ne changerait absolument rien à la question. Et d'ailleurs, que ça, c'est pas, non seulement c'est pas juste une question d'argent digital, mais aussi des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, soi-disant sauveurs de l'économie, sauveur de tout ça. En fait, les crypto-monnaies, exactement comme n'importe quel distributeur bancaire, ne pourraient juste pas fonctionner, tout simplement, parce qu'il n'y a pas l'électricité pour faire fonctionner les ordinateurs. Donc, ça servirait dans cette situation juste à rien. Ce qu'il vous faut, c'est des moyens d'échange. Donc, il vous faut par exemple de l'argent liquide. Voilà, c'est peut-être le plus simple. De l'argent liquide, et puis voilà, sous forme de billets, de pièces, de choses qui montrent pas trop de valeur quand même, parce que au bout d'un moment, la question de la sécurité peut se poser. Hein. La question de la sécurité peut très clairement se poser.
vraiment, j'ai ressenti aucune menace, aucun problème contre ma sécurité personnelle, où j'ai pas vu vraiment ce genre de choses-là. Bon, il y a la police qui patrouille, mais bon, ça c'est quelque chose d'assez normal, hein. Donc vraiment, de ce côté-là, j'ai eu aucun ressenti négatif. Mais, encore une fois, la crise, elle a duré une demi-journée, 12 heures. Les gens étaient relativement détendus, relativement calmes. Bon, peut-être dans les villes, les gens devaient être un peu plus stressés parce que nécessairement, dans les villes, vous avez énormément de choses qui sont tout de suite euh, inopérantes, hein, les métros, les ascenseurs, les lumières, les feux rouges, etc. Donc c'est vraiment très compliqué de gérer tout ça. Mais si vous voulez, au niveau de sécurité, il n'y a pas de souci. Par contre, où il y a un gros souci au niveau de la sécurité, c'est à partir du moment où cette situation, elle commence à devenir généralisée et enfin, elle était généralisée par le fait, mais à partir du moment où cette situation va durer des jours, là, pour moi, hein, clairement, il y a vraiment une problématique de sécurité évidente qui se pose, mais alors de manière absolument évidente. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens n'ont plus accès aux ressources vitales. Je veux dire, ils n'ont plus accès à l'alimentation. Bon, il y a l'eau, mais si c'était une cyberattaque, par exemple, on pourrait se poser vraiment la question de la distribution de l'eau. Il y a le problème des transports, bon, on passe encore. Il y a le problème de l'argent, hein. Il y a le problème de l'énergie. Vous avez tout d'un coup des gens qui vont se retrouver euh, à risque vital de manque d'alimentation principalement, et puis peut-être en hiver de manque de chauffage, voilà, ce genre de choses-là. Faut pas se voiler la face. Ce genre de situation qui s'éterniserait des jours appellerait immédiatement des problématiques de sécurité graves et étendues. Ça veut dire que vous n'auriez pas, par exemple, des coins comme les banlieues qui seraient devenus tout d'un coup insécurisés. Ça s'étendrait partout, mais absolument partout, dans tous les niveaux de la société, dans tous les niveaux de la société, dans toutes les zones géographiques, vous auriez clairement un problème de sécurité parce que les gens n'auraient plus accès aux ressources vitales. Voilà, ça peut pas être plus clair. Et la démonstration, elle est vraiment éclatante de ce côté-là. Donc ça veut dire que pour sauvegarder la société, pour lui permettre de passer cette situation difficile, eh bien, il faut nécessairement que les points dont j'ai parlé soient adressés. Alors, s'ils ne sont pas adressés de manière collective, et ça, c'est la responsabilité du pouvoir politique, malheureusement, je vois bien qu'en France, les gens s'apprêtent à élire ou à réélire des gens qui ont moins de 60 ans, des gens qui n'ont pas vécu, des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qui n'ont pas de formation, des gens qui n'ont pas une vie normale, qui ont des conduites qui sont absolument pas normales. Donc, à partir du moment où on voit ce genre de choses-là, on peut que être très inquiet sur la suite et sur le manque de décision à ce sujet-là. Donc, il faut nécessairement que les gens prennent en charge leur création d'énergie, leur stockage d'alimentation, d'eau, le moyen aussi de réagir en cas de faillite des transports. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez besoin d'un transport pour telle et telle raison urgente, comment vous allez faire, hein? Vous avez besoin d'un accès à l'hôpital, d'un accès aux soins. Vous n'avez plus moyen de téléphoner, hein, comme ça s'est passé là, hein. Vous n'avez plus d'accès au numéro d'urgence. Vous faites comment? Alors, si vous êtes en pleine ville, près d'un hôpital, ça pose pas de problème. Mais si vous êtes à la campagne, vous faites comment? Ensuite, vous avez la problématique de l'argent. Donc, vous avez clairement un problème d'argent, de stocker la valeur, de pouvoir échanger. Il ne s'agit pas non plus de stocker des milliards, mais d'avoir suffisamment d'argent de poche quelque part pour pouvoir passer
quand même quelques semaines, bon, relativement tranquillement. Après, vous savez bien que pour ce qui concerne la sécurité, j'ai fait le choix au début de cette chaîne de ne pas adresser cette problématique. Il y en a d'autres qui le font sur YouTube. Et j'imagine que vous connaissez très bien leur chaîne, donc je n'ai pas besoin de traiter de ce type de sujet. Mais il n'en demeure pas moins que la sécurité, c'est quand même un sujet qui doit être adressé parce que malheureusement, quand les gens se retrouvent sans les besoins vitaux sans les besoins vitaux qui sont adressés, ça pose clairement un problème de court terme. Et donc, c'est vraiment une situation très, très difficile. Donc, sur la chaîne, hein, j'ai voulu parler surtout de tout ce qui est la technologie et la survie. Donc, je vais me tenir à ça. J'ai parlé pas mal de la partie des sacs de survie. 72 heures. Vous avez pas mal de ressources. Sur la tech, comme c'est mon domaine professionnel, j'ai mis les choses de la tech dans des playlists qui contiennent en fait des vidéos où il faut un membership de base. Donc ça, je m'y tiens parce que je considère que comme c'est pas un sujet qui a vraiment beaucoup intéressé, je considère que pour lui apporter de la crédibilité, il faut que l'accès passe par un membership. Voilà. S'il y avait plus de gens qui s'y étaient intéressés, j'aurais maintenu gratuit, mais comme c'est pas le cas, eh bien, je veux lui donner plus de crédibilité, et donc voilà. Mais je pense déjà, si vous voulez, c'est important déjà d'avoir une prise de conscience dès le départ, maintenant, que ce genre de situation arrive dans des pays développés, arrive en Europe, que ça peut arriver à n'importe quel pays, parce que les gens qui connaissent l'Espagne et le Portugal savent très bien que ce sont des pays dans lesquels justement l'énergie s'est pris vraiment très au sérieux, qu'ils ont des procédures, ils ont des choses vraiment très sérieuses de mise en place. Et donc, si vous voulez, ce qui vient de se passer, l'expérience montre que ça peut vraiment se produire n'importe où, que les raisons pour lesquelles ça peut se produire, ça peut se produire dans n'importe quel pays. Je pense en particulier aux cyberattaques, hein, qui peuvent être extrêmement destructrices et donc qui peuvent amener une paralysie des moyens de production d'électricité, mais pas que, hein, pas que. Et donc à ce moment-là, des pays très engagés géopolitiquement peuvent être nécessairement très à risque. Donc ça, c'est vraiment une lecture qu'on peut faire de l'événement. Et je voudrais justement vous transmettre ce ressenti que, à un moment donné, il faut quand même voir poindre le fait que la préparation, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que sans préparation, on met vraiment en jeu sa sécurité et sa survie, et vraiment pour le coup, quoi, c'est vraiment quelque chose de très réel. Même si ça n'a pas été du tout en jeu en Espagne et au Portugal, en fait, la perspective que ça ouvre, c'est vraiment celle-là. Donc, c'était un sujet dont on ne parlait pas beaucoup avant, en 2025. Beaucoup de gens qui traitaient de la survie étaient traités de complotistes, de un peu tout ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de l'équipement du quotidien, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas de raison. On prend bien des assurances contre, je sais pas, le vol, l'incendie, etc. Une assurance, c'est pas autre chose que de la survie, hein, quand vous y réfléchissez bien. La seule différence, c'est qu'avec de la survie,
vous avez du matériel et de l'alimentation à disposition à la maison. Ensuite, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se gère. Ou pour la tech, hein, vous devez avoir à disposition ce genre de choses-là. Et donc j'espère que cette vidéo, elle vous permettra de vous donner justement les premiers éléments pour pouvoir mettre en place votre propre politique de survie. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.